France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 5 décembre avec cette question du jour, cette crise des gilets jaunes va-t-elle laisser des traces pour la suite du quinquennat du président Macron selon vous? Et vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Nous parlerons et reviendrons sur la visite officielle du prince héritier saoudien Ben Salman en Algérie qui passe décidément mal auprès de la société civile qui se souvient peut-être du rôle de Riyad durant les années noires. Nous en parlerons avec Faiza Ben Mohamed, Sofiane Lakhdari et Nadir Kaya qui seront avec nous aujourd'hui. La liberté, messieurs, dames, oui, c'est un mot qui résonne encore un peu en France et elle se pratique, elle s'opère tous les jours de 16h à 18h, ça s'appelle le Grand Forum et la bonne radio à choisir, ça s'appelle France Maghreb 2 tout simplement. Aujourd'hui, je vais être galant, je vais commencer par notre Faiza Ben Mohamed. Comment ça va Faiza ? Ça va très bien et vous tous? Eh ben oui, très bien. Alors je te présente deux grands mâles face à toi. Si on m'en rajoute, ça fait 3. Mais moi je suis gentil avec toi toujours. Nadir Kaya, comment ça va mon Nadir? Ça va Christophe, 2 hommes ça suffira hein. Ouais, d'accord, ok. Sofiane Lakhdari, comment ça va mon ami Sofiane? Bonsoir Nadir, bonsoir Faiza, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à tous les trois. Ça bouge en ce moment, l'actualité est très chaud, très mouvementée, c'est peu de le dire. D'abord, tiens Nadir, t'étais toi à Paris samedi dernier, t'as enfilé ton gilet jaune? Tout à fait. Ouais. Je l'ai pas tout à fait porté, j'ai du mal à porter autre chose que le gilet de banlieue plus et des maraudes. Mais je l'avais dans la main et puis oui, j'ai participé à ce rassemblement populaire. Alors quand Castaner nous dit il y avait 9000 personnes à Paris, tu crois? Non, pas du tout. Moi j'étais au rassemblement côté Saint-Lazare, donc il y avait déjà du monde. Après il y a eu convergence au niveau d'Opéra. Et quand on est arrivé à Rivoli, tout Rivoli était pris, tout au niveau des Tuileries. Ouais. Donc après, je sais pas, moi, les chiffres, après, c'est toujours pareil. Hein. Ouais, les chiffres, on fait ce qu'on veut avec. Et là, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a qu'une seule source, parce que dans les différentes manifestations, vous avez les chiffres des organisateurs plus ceux de la police. Et là, vous avez que effectivement le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police qui donne les chiffres. Alors, on va en parler dans cette émission parce qu'il y a quelques inquiétudes par rapport à cet acte 4 qui se profile quand même à l'horizon samedi, parce qu'on a annulé des manifestations. C'est quand même assez rare. Pourquoi? La question se pose aujourd'hui. Cependant, on va faire un petit zapping de ce qui s'est dit ces dernières 24 heures pour se remettre un petit peu dans le bain. Et on va commencer par Emmanuel Macron qui est sorti de son palais hier. Il a été accueilli par des gens très en colère. Alors voilà, effectivement vous l'entendez, les insultes, les ouas. Donc Emmanuel Macron, le président de la République, qui est sorti au Puy-en-Velay donc pour venir voir les dégâts d'une préfecture et donc accueilli. Apparemment, ça a été assez délicat à mener l'opération de sécurité pour le président de la République. Et la question est toute légitime que l'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que finalement cet épisode des Gilets jaunes va laisser des traces? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et vous nous appelez bien sûr pour nous donner votre avis qui nous intéresse au 01 40 33 9000. Alors sans nul doute, vous êtes 95% sur Facebook à penser que oui, cet épisode des Gilets jaunes, ce mouvement, cette crise des Gilets jaunes, va laisser des traces pour la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. La question que je me pose aujourd'hui... 100% sur Twitter. 100% sur Twitter, voilà, LGF officiel, c'est encore plus flagrant. La question que je vous pose, peut-être Faiza pour commencer, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, le lien est rompu avec la population. Non mais là le lien de toute manière il peut être que rompu vu la manière avec laquelle ils ont collectivement géré la crise. Même là maintenant qu'il y a des annonces, le gouvernement clairement a décidé de reculer comme ils disent par signe d'apaisement. Je pense que s'ils avaient reculé dès le début et qu'ils avaient pris la mesure de l'ampleur et de la gravité de la situation et de la fracture entre le peuple et ses dirigeants, ouais. Ils auraient peut-être évité que maintenant ça parte en cascade et le phénomène de contagion de secteur à secteur qu'on observe tous les jours avec aujourd'hui les transporteurs routiers, hier les lycéens, avant-hier les ambulanciers, je veux dire chaque les agriculteurs jour, ça la semaine prochaine. Un peu plus. Ouais. Et là, clairement, je sais pas comment il va faire pour relever sa barque. Il a trop attendu. La fracture, elle est définitivement... Et il reste toujours silencieux, Sofiane. Macron, bien sûr qu'il reste silencieux.
Et en même temps, moi, quand elle dit Faiza qu'elle a du mal à imaginer Macron appliquer un programme, moi je ne vois pas de programme qui va l'appliquer. Il est venu pour protéger une oligarchie financière et il est venu pour paupériser encore la classe moyenne. Il est venu pour ça. Aujourd'hui, s'il revient sur ce logiciel, il sera plus Macron qu'on a connu. Alors du coup, moi je vois mal Macron finir déjà son mandat, parce qu'il sera dans l'incapacité à résister à cette masse populaire où on voit véritablement comme une révolution, où c'est la première fois où on voit la partie prolétaire, c'est-à-dire les salariés précaires, s'unir avec avec la catégorie moyenne qui regroupe y compris les patrons de PME et de PMI. C'est-à-dire Vaut mieux qu'il reste silencieux, surtout si c'est pour réfléchir à vraiment trouver une solution, mais j'y crois pas trop malheureusement. Je pense qu'il est silencieux parce que il doit avoir des informations qui arrivent de toute la France. Ouais. C'est un mouvement qui se limite pas à Paris, on le sait très bien. Ouais. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur, malgré les annonces de certains politiciens et médias à faire croire que les gilets jaunes sont divisés et tout ce qui va avec. On le voit sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment une ampleur, il y a vraiment une situation qui peut être très très explosive et faire basculer la France dans un état, bon je pourrais pas dire dans lequel, mais dans un état vraiment comme on n'a jamais connu, surtout pour nous, notre génération. Après c'est vrai que si ça peut aider réellement à vraiment changer le système démocratique en France, dans son fonctionnement et au niveau de ses institutions, pourquoi pas. Malheureusement dans ce genre d'événement, il faut parfois de la casse. J'incite pas à la violence, mais il faut parfois de la casse, notamment auprès de ces gens-là, de ces élites-là, parce qu'il y a que le rapport de force qu'ils peuvent comprendre, et les élections ne suffisent pas à changer les choses malheureusement. Alors évidemment, rappelons que la casse, on la condamne fermement, bien sûr, ici dans cette émission et dans cette radio. Contrairement d'ailleurs à certaines radios qui en font un buzz lorsqu'un auditeur nous dit à l'antenne je suis venu casser, je vais revenir casser, on va revenir armé. Ça m'interpelle, moi, c'est de l'incitation à la violence, tout ça. On essaye de calmer les choses, on entend ça sur des grands médias et c'est repris à longueur de journée. Et repris dans la plupart de leurs trucs Facebook, Twitter, etc. Tout au long de la journée, à la télé, sur BFM, c'est le même groupe d'ailleurs. Groupe Drahi. C'est très 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 inquiétant de voir avec laquelle ces médias opèrent, manipulent. On va accueillir une auditrice qui est avec nous, je crois que c'est Salia, c'est ça, ou Sana, je sais plus. Pardon, Sana, c'est ça? Voilà, on vous entend super mal, votre téléphone, vous êtes sur écoute, qu'est-ce qui se passe, chère madame? Non, on vous entend pas du tout, il faudrait nous rappeler, chère madame, parce que là ça passe pas du tout, je suis désolé. Hein. Là, allez-y, on fait un dernier essai, allez-y. Vous m'entendez maintenant? Oui, voilà, votre prénom, chère madame. Alors c'est Samia. Samia, très bien. Samia nous appelle d'où? Alors du Val d'Oise. Du Val d'Oise. Est-ce que vous êtes une gilet jaune ou pas, Samia? Oui, je suis une gilet jaune et même noire, si vous voulez. Ouais. Oh là. D'accord. Non, moi en fait, bon, c'est un petit peu d'humour. Ce qui va se passer samedi là, parce que ça sent très très mauvais. Et en fait, moi, si j'ai appelé, c'est parce qu'il y a Monsieur le ministre de l'Intérieur, que je nomme Monsieur Castagnette, qui a promis des réponses vraiment. Qui a promis des réponses assez méchantes, et en fait j'ai cru comprendre qu'il va y avoir des snipers samedi. Ils étaient déjà là, effectivement. Alors ça permet de faire le point. Peut-être que vous faites référence à une photo qui circule sur les réseaux en ce moment. Non, moi c'est pas une photo, c'est un message. Oui. Et je sais que Monsieur Castagnette avait dit qu'il aurait des réponses appropriées. Oui, alors c'est sûr. Et puis moi, je me suis informé. Le compte de la légitime défense. Alors, pour eux, bougez pas, Samia. Sofiane Lakdari, t'as des infos là-dessus? Non, ça m'a interpellé moi quand j'ai vu des snipers et j'ai posé la question, et à ce qui paraît, ces snipers sont assez souvent positionnés lors des manifestations. Voilà, alors c'est pas une exception pour cette manifestation. C'est pas une exception, voilà. Ouais, non, mais c'est évident, surtout si vous permettez, c'est hyper sensible la question des Champs-Élysées. C'est la première fois qu'on a une manifestation qui opère sur ce secteur-là. C'est quand même un site hyper sensible. Après, la question des snipers, faut pas se leurrer. À mon avis, c'est pas la première fois. Et ça a été justifié par le gouvernement par le fait qu'il y a un fusil d'assaut qui a été dérobé dans le camion. C'est ça, voilà, exact. Et que voilà, pour l'instant, on sait pas où se trouve ce fusil. On sait pas où il est, qui l'a chopé, voilà, c'est ça. Voilà. Nadia, tu peux rester sage, Nadia? Qu'est-ce que c'est que c'est? Là, t'es mauvais élève aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il parle avec Mohamed Koussa qui est avec nous dans les studios, tranquille. On est à l'antenne, les gars. Hein, Samia? Non, vous avez vu un petit peu? Bon, je peux témoigner que Nadir n'est pour rien. Ah bon? Oh, la solidarité. Oui, Samia, pardon. Allons-y, on vous écoute, Samia.
Christophe, alors je suis désolée, hein, ton match de cette semaine, il va être reporté. Hein. Bah oui, le match du PSG, oui, je sais, mais bon, écoutez, on n'est pas à une semaine près pour une nouvelle victoire, qu'est-ce que je vous dise. Merci beaucoup, en tout cas, Samia. Vous allez y aller, vous, ou pas, samedi, Samia? Je vais essayer parce que bon, vu ce qui s'annonce, franchement, ça commence à faire peur. On peut éventuellement vous faire sécuriser par l'équipe du LGF qui sera sur place, Nadir, Nasser. Ouais, bah pourquoi pas. Hein. On peut se rejoindre quelque part, hein, nous dit Nadir. Il y a longtemps que je crois plus pour Noël. Hein. Ouais, bon d'accord. Merci beaucoup Samia. Au revoir Christophe. Au revoir. 01 40 33 9000. Alors on voit. Ah oui, d'accord. On voit messieurs dames qu'effectivement là on a sorti le service après-vente à l'image de Benjamin Griveaux qui est le porte-parole du gouvernement. Il était l'invité de RTL ce matin. Écoutez. On suspend au 1er janvier. On se donne le temps de la discussion et de la concertation. Si on trouve pas de bonnes solutions pour accompagner ce mouvement-là, on n'est pas idiot. Enfin, je veux dire, on fait pas de la politique pour avoir raison. On fait de la politique pour que ça marche, pour trouver des solutions aux problèmes des gens. Si on n'a pas de solution, eh ben on ne le fera pas. C'est aussi simple que ça. Si on n'a pas de solution, eh bien, on ne le fera pas. Alors, c'est ce qu'a laissé entendre. Je crois que Faiza, t'as un peu regardé le Premier ministre cet après-midi, Édouard Philippe, à l'Assemblée nationale, puisqu'il a parlé. Il va y avoir un vote d'ailleurs. Bon, on sait pas trop à quoi ça sert d'ailleurs. Mais effectivement, il a l'air de dire la même chose, le Premier ministre. Alors, c'est quoi le truc? Si tu peux nous résumer en quelques lignes ce qu'il a dit cet après-midi pendant une demi-heure. Bah, il a clairement expliqué que un peu ce qu'il a dit hier, hein, qui suspendait les hausses des taxes pour une durée de 6 mois, qu'il fallait pendant cette période-là engager un débat avec toutes les parties prenantes pour essayer d'obtenir un accord, et que si ça ne fonctionnait pas, cette taxe serait l'augmentation de la taxe serait abandonnée. Après, je comprends pas trop je pense que c'est une annonce pour une annonce. Hein. Le gouvernement, il fait semblant là de reculer ou de céder, de donner des signes soi-disant d'apaisement. Ça n'apaise personne. Remettre le sujet sur la table dans 6 mois, il y a rien qui nous dit qu'ils vont pas reprendre leur hausse de la fiscalité sur les hydrocarbures, comme si de rien n'était. En fait, là, il annonce et puis il annonce rien. En fait, je pense que c'est quand même, c'est pas un geste, messieurs dames, c'est pas un geste quand même d'Édouard Philippe. Encore un nouveau geste là, qui nous dit bon, on prend le temps de la consultation, de se concerter. Si on n'y arrive pas, on abandonnera toutes les taxes. D'abord, il faut juste rappeler sur quelques taxes, que j'aimerais quand même faire qu'on fasse le point. Sofiane, tu me dis si je me trompe. Sur par exemple le fait des contrôles techniques. C'est une directive européenne, ils peuvent rien faire. Oui. Sur l'augmentation d'électricité, idem. C'est une recommandation européenne. Donc quoi qu'il arrive, il faudra que cette taxe s'applique. D'où la nécessité de sortir de l'Union européenne, le Freak Site. Exact. On avait déjà évoqué la chose. Je pense qu'aujourd'hui la France elle est en capacité d'être autonome, de créer elle-même ses lois et de gérer son avenir comme elle le veut, tout en gardant des liens avec les différents pays comme d'autres le font aujourd'hui. Je pense que ça aussi c'est un sujet qu'il faudra mettre sur la table. Pas aujourd'hui parce que c'est pas une urgence. Par rapport à ce qu'on peut entendre, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra remettre sur la table parce que on dépend aussi de l'Union européenne et de ses instabilités, voilà. Donc je pense qu'il faudra mettre ce sujet sur la table plus tard. Mais pour le moment, on voit que tous les partis politiques qu'on connaît, que ce soit le Front National, la France Insoumise, RN maintenant, hein. Non, Rassemblement National. Ouais, j'appelle toujours le Front National. Oui. Ça tenait qu'à moi, j'appellerais même l'OAS, mais le Front National, que la France Insoumise, tous ces partis ne proposent en aucun cas des solutions pour les manifestants. D'où l'absence totale de ces partis politiques lors du début de ces manifestations. C'est-à-dire quand on voit par exemple le Front National comme première proposition, il demande à dissoudre l'Assemblée nationale. Oui. Et ils se rejoignent avec Mélenchon. Voilà. Ils se rejoignent avec Mélenchon. Ils ont exactement les mêmes solutions, entre guillemets. Dissoudre l'Assemblée nationale et avoir la proportionnelle pour avoir plus de députés au niveau du Front National à l'Assemblée nationale. Quand on voit la France Insoumise, elle nous remet l'ISF. Elle parle qu'au niveau de l'ISF, alors qu'on sait pertinemment que même cet impôt de l'ISF ne résoudra en aucun cas les problèmes. Alors justement, pardon, l'ISF, ça tombe bien que tu en parles. La question a été posée à Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, par Bourdin ce matin, et elle a répondu. Quoi a servi la suppression de cet impôt, de l'ISF? Eh bien, comme c'est de l'impôt, ce qui a été allégé, c'est l'impôt qui n'est pas immobilier, c'était donc de l'argent qui doit aller dans les entreprises. Oui, qui doit.
Nous allons vérifier. Y est-il allé ? Nous allons vérifier. Je ne suis pas capable de vous le dire au moment où je vous parle. Simplement, vous le savez très bien, quand on a des actions, c'est une manière de financer les entreprises, et c'est cela qui a été allégé. Et donc, c'est cette logique-là dans laquelle nous étions. Nous allons voir si réellement cela a permis de faire ça. Ça n'a pas permis de faire ça, vous faites quoi ? Nous en tirerons les conséquences. Vous rétablissez l'ISF ? Non, ça n'a pas été dit par personne, et je vous ferai observer qu'il y a d'autres mesures qui peuvent également être, d'autres mesures fiscales qui peuvent être prises. Il y a par exemple autour d'un certain nombre de niches fiscales, ou bien il y a des diverses mesures de nature fiscale qui peuvent avoir un effet de solidarité renforcée, de redistribution en quelque sorte autour de cette question financière, sans pour autant modifier le choix qui a été fait. Remettre l'ISF, c'est non, c'est négatif. Hein. Ça y est, elle a répondu Nicole Belloubet ce matin, alors que non, c'est mais même circulaire. tous les économistes, on va parler sérieusement. Moi, je suis pas pro-Macron ni anti-Macron, mais je dis que l'ISF ne résoudra en aucun cas les problèmes. C'est le seul pays presque au monde qui a l'impôt sur la fortune. Et même les spécialistes vous disent qu'on pourra être déficitaire sur le long terme en maintenant l'ISF. C'est-à-dire, ceux qui payent l'ISF, c'est pas les Rothschild et les Rockefeller, c'est le Français ordinaire qui a des biens immobiliers qui paye sur ces biens. Non, mais si je peux me permettre, Christophe, ce qui est désolant, comme je te dis, dans cette situation, c'est que les politiques n'entendent pas la souffrance des Français. Donc, de parler de l'ISF, c'est une chose, mais là aussi, comme pour le débat sur la sortie de la France de l'Europe ou pas, c'est pas l'urgence. L'urgence aujourd'hui, concrètement, ce qui a fait bouger les choses aujourd'hui, c'est une accumulation de ras-le-bol par rapport à une situation, par rapport à des hausses successives. Mais aujourd'hui, c'est l'augmentation du carburant. Donc aujourd'hui, même si lui, il suspend le fait d'augmenter le carburant. Bon, ça c'est du pipeau. On l'a très bien compris. La preuve, déjà de dire ça, ça veut dire qu'il a pas entendu le message. Quoi, il l'a entendu, mais il veut pas se plier à la réalité. La réalité, c'est quoi aujourd'hui? Pour tous ces gens-là qui te disent, et moi le premier, on a du mal à finir nos fins de mois. Moi, je suis à 1600 € net par mois avec mes enfants, ma famille. On est limité à beaucoup de choses. Alors j'imagine des personnes qui touchent encore moins. Je peux comprendre leur désarroi et leur révolte, et pour certains leur violence. Parce que moi, après on pourra parler de la violence. J'ai une autre vision de la violence. Mais pour revenir à cette réalité, si le gouvernement entendait réellement les demandes des uns et des autres, il commencerait à trouver comment augmenter le SMIC. Ça parle aux gens. Voilà. Le SMIC, hausse du SMIC. Après, bon, il en a parlé, mais c'est pas suffisant. Donc c'est pas vraiment entendre les gens. Après, on peut parler de la baisse de la TVA, notamment sur les produits de première nécessité. Il y a tout un ensemble de propositions qu'on peut faire, mais franchement, entre nous, ils n'ont rien à foutre parce qu'ils laissent pourrir la situation. Ils savent très bien que les Français sont en général dans des coups de gueule, mais sont pas capables de se mobiliser. Même si aujourd'hui là il y a de la violence et il y a de l'émotion, et puis il y a pas mal de personnes qui se mobilisent, mais c'est pas suffisant. Donc là ils pourrissent, ils laissent pourrir la situation, ils envoient de fausses informations en espérant que tout ça tombe à l'eau. Mais c'est ça qui est malheureux, c'est qu'en fin de compte, ils n'entendent pas la vraie souffrance des Français. On va accueillir Abdel qui nous appelle du 91. Bonsoir Abdel. Il est où Abdel? Allez, parti Abdel. Alors on va peut-être prendre un autre auditeur par ici. Quel est votre prénom? Allô? Allô, oui. C'est Omar. Bonsoir Omar, vous nous appelez d'où si Omar? J'ai appelé sur la 86. Vous êtes sur la 86 Omar, alors on vous écoute. Quel est votre positionnement vis-à-vis de tout cela? Ouais, parce que je veux dire une chose, moi je suis gilet jaune là. Ouais. Il y en a marre de tout, hein. Parce que regarde Christophe, avant on allait à la préfecture de faire notre carte grise. Donc pendant 1 heure t'as la carte grise dans ta poche, tu pars. Maintenant il faut aller sur l'internet, tu es obligé de payer le garagiste à 35 € à 32 €. Tu vois? Là tout ça, il est où le service là, les impôts qu'on paye là, ils sont où là? Les préfectures, t'arrives là-bas, t'as le gars, il va t'expliquer, tu vas sur l'internet, tu fais ça. Le mec il a pas de l'internet, le mec il a rien à la maison, il va faire comment? Il va passer par le garage. Ouais. C'est pareil pour le permis de conduire, t'as le poids lourd tous les 5 ans. Avant on allait à la préfecture, on change notre permis sur place. T'arrives là, certificat médical, t'arrives et tu le changes. Et non, t'as ton permis. Maintenant il faut l'attendre, il faut te l'envoyer par courrier. Et le courrier, s'il est disparaît le courrier, voilà, t'as perdu le permis, t'as perdu la carte grise. Tu te rends compte, ils envoient le courrier comme ça, simple. Même pas recommandé, rien. Ça coûte cher. Tu te rends compte? Même les timbres, ils vont augmenter à partir du 1er janvier. Et tout, il y a tout qui augmente. Et après, ils vont dire, oui, il y a le service où?
Merci Omar. Il a complètement raison, Omar. C'est la question de la dégradation du service public. On nous fait croire qu'on augmente les taxes pour améliorer le service public. Je suis désolée. Vous allez aux impôts, on peut plus les joindre par téléphone pour nos déclarations ou pour les modifications ou pour avoir même des renseignements. La pause café dure longtemps. On est obligé de se déplacer. Quand tu te déplaces, tu arrives à 8h, il y a une queue de 300 mètres, donc tu es obligé de prendre ta journée. La question de la carte grise, c'est pareil. La question des permis, comme il évoquait tout à l'heure, c'est pareil. Les inscriptions dans les écoles maternelles et les trucs, c'est tout. Ouais, mais vous êtes jamais content en fait. En France, le peuple ne sait que gueuler. C'est ça en fait, le truc, non? Ben, si on gueule pas, on fait quoi? Non, mais Christophe, c'est pas, il gueule parce qu'il a aussi des raisons. Tiens, je vais te donner des chiffres parce que maintenant, apparemment, faut venir avec des chiffres, pas ici, mais de façon générale. Tu sais que la France dépense plus d'1 million d'euros par jour pour mener ses guerres un peu partout dans le monde? Ah. Oui, c'est un budget qui a peut-être un peu diminué par rapport à l'époque Hollande. Là, donc non, tu vois, quand on parle de priorité, même ça, en termes de propositions, de dire voilà au gouvernement aujourd'hui quelles sont vos priorités. Les priorités sont celles du peuple. Donc à partir de là, il faut mettre aussi des chiffres sur la table et leur dire voilà, notamment aussi en termes de propositions, de mettre en place, ça avait déjà été évoqué par pas mal de personnes, des référendums de façon régulière sur des grands thèmes. Ouais. Voilà, parce qu'il y a de l'internet aussi, du réseau. On fait plus rien après. On avance plus. Non, mais sur des sujets, des sujets importants comme la sortie de l'Union européenne ou alors par exemple, le fait de mener une guerre, parce que mener une guerre, ça coûte de l'argent. Si tu fais un référendum aujourd'hui, que Macron pose une question, les gens vont répondre non, même si c'est bien, parce que c'est Macron qui la pose. Mais Christophe, Omar, j'ai entendu Omar et quand il pose la question, où va notre argent? Oui. Avant, l'argent des Français, les impôts, allait vers le service public. Mais aujourd'hui, on paye beaucoup plus et on a de moins en moins de services publics. On voit des maternités qui ferment, on voit des écoles qui ferment. Cet argent, où va-t-il? Il va en vérité à réduire le déficit et à payer la dette. La dette qui est impayable. Tous les économistes vous disent qu'elle est impayable. Cette dette qui devait être payée par les banquiers, par les riches, aujourd'hui c'est la classe moyenne. Le poids de cette dette, il tombe sur la classe moyenne. C'est pour ça que malheureusement, pour les dirigeants européens, tant mieux pour nous, c'est une révolution d'ordre social. Les gens défendent leurs biens et ont du mal à finir leur faire de moi. Il a répondu à cette question, Edouard Philippe, tout à l'heure à l'Assemblée, Faiza, sous ton contrôle. Il a dit que nous ne souhaitons pas justement laisser une dette colossale à nos enfants. Donc la politique que nous menons est nécessaire, a-t-il dit. Oui, mais moi, tu vois, par exemple, la question de l'ISF, moi, je suis pas forcément d'accord avec Sofiane et Nadir. Je pense que la question de l'ISF, elle est cruciale là-dedans. Pourquoi? Parce que le seul cadeau qu'il a fait depuis le début de son quinquennat, c'est un cadeau qui est fait aux riches. Quel message est-ce que tu envoies aux classes populaires et quel message tu envoies aux classes précaires? Ça veut dire que les cadeaux, on les fait que pour ceux qui les méritent. Nous, on veut plus de messages, on veut des réponses concrètes. Donc, il fasse un message en supprimant ça va pas répondre concrètement. Il doit chercher l'argent. On a 80 milliards d'évasion fiscale. Il aurait mis une manière de chercher, de récupérer cet argent, il a tous les moyens. On voit par exemple. Mais la hausse de la taxation sur les hydrocarbures, elle était destinée à faire passer le budget de la transition écologique de 5 milliards à 8 milliards. Que 19%. Pour gagner ces 3 milliards et quelques. Nadir, il est venu avec sa calculette aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Il conteste. Il conteste. Il conteste ton chiffre, Faiza, Non, c'est pas son chiffre, c'est sur cette taxe, il y avait que 19% qui était normalement dédié à l'écologie. Donc le reste, ça revenait à l'État. Donc non, mais c'est toujours pareil. Ça devait représenter un chiffre, parce que j'ai travaillé dessus, donc je connais le chiffre, il est entre 3 et 4 milliards d'euros. Sauf que quand tu supprimes l'ISF, tu supprimes 4,2 milliards d'euros. Donc, il avait qu'à garder son ISF. Ouais, mais Faiza, concrètement. Transition écologique. Je suis désolé, c'est pas. Ouais, mais concrètement, c'est pas ça qui va. Faiza, concrètement, c'est pas ça qui va répondre aux aspirations des personnes qui sont dans la rue. Eux, pour certains, ils arrivent plus à finir leur fin de mois. C'est une catastrophe. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de pouvoir d'achat. Ils ont besoin de vivre des choses simples. Et encore, je parle même pas d'aller en vacances ou de mettre leurs enfants dans certaines activités. Simplement d'être capable de vivre dignement, c'est-à-dire de payer son loyer, parce que les loyers augmentent. Tout augmente en fin de compte. Et c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours pareil. C'est la masse qui paye. C'est la classe moyenne et les pauvres. Mais c'est toujours. Après, aujourd'hui, je pense qu'il faut se concentrer sur les richesses. Et paradoxalement, c'est que la France est un pays riche. Les travailleurs sont hyper productifs dans la zone européenne, ils sont parmi les meilleurs malgré les difficultés, et la France gagne beaucoup d'argent chaque année. Donc il y a un moment donné, c'est sans avoir un discours de gauche, parce que je suis ni à gauche ni à droite, mais c'est vraiment le problème des répartitions des richesses. Il y a des richesses en France, donc maintenant c'est de contraindre les politiques à répartir cette richesse de façon juste, et de savoir qu'on a un système social qui est magnifique, ça on le sait tous, et puis c'est super, on en profite. Il se détériore de plus en plus. Il se détériore, donc après à un moment donné il y a une vraie réflexion à avoir dessus, parce qu'on veut continuer
continuer à bénéficier de certaines luttes sociales qu'il y a eu à une époque, parce que c'est ce qui fait que la France elle se différencie de certains pays à ce niveau-là. Mais maintenant, c'est vraiment répartir les richesses comme il se doit, et les politiciens ne le font pas parce qu'en face, le peuple n'a jamais su réellement créer ce rapport de force. À chaque fois qu'on vote pour un nouveau président, comme Macron l'avait suggéré, il disait qu'il allait tout changer. En fin de compte, il ne change rien, il accentue les choses en direction des riches. Au contraire, il est en train de privatiser tous les services publics. On voit par exemple la vente de Alstom, on voit de la vente de certains aéroports, de certains ports aux Chinois, à une oligarchie américaine, etc. Nous sommes en train de voir des taxes de plus en plus importantes, et au niveau du service public de moins en moins, et en même temps on vend notre fierté. En vérité, on vend ce qu'on a de plus. On aura par exemple Alstom, Areva, etc. Ils sont en train d'être vendus. Ouais, tout le voilà. savoir-faire. Et là dernièrement même, j'ai écouté un député de La République En Marche comme projet pour l'Europe, y compris notre droit de veto qui est au niveau de l'ONU va être donné à l'Europe, aux Allemands. Aurélien Taché, qui sera avec nous le 15 décembre. Nous sommes dans un projet européiste. Nous avons des dirigeants qui ne travaillent pas ni pour la France ni pour le peuple français. Ils travaillent pour des intérêts qui sont à Bruxelles, Ils n'ont une autre vision qui est à l'opposé même des gens qui sont dans la rue, de la masse, c'est-à-dire de la classe moyenne, la classe populaire. 30 secondes pour Méziane. Salut Méziane. Allô, salam alaikum. Oui, bonsoir. Salam, c'est Méziane. Saïd. Voilà, moi ce que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, vous avez rien compris à la politique. Hein. Ah bah peut-être, ça peut arriver, ça. Zut alors. Oui. Zut. Non, mais je crois que comment on appelle ça, la politique n'est plus faite dans les pays, elle est faite à un autre niveau. C'est le nouvel ordre mondial où il y a une élite. D'ailleurs, on le sent en France quand on dit on va rétablir l'ISF. On nous dit, vous pouvez pas comprendre, il faut qu'on vous fasse de la pédagogie. Mais le symbole, il est très important. Oui, que dans le symbole. C'est un symbole aussi. Oui, et le ISF, c'est un symbole. Le symbole, il ne faut pas le négliger. Et donc, il y a une orientation, le libéralisme, c'est-à-dire, il y a une oligarchie mondiale. D'ailleurs, en France, on nous dit que si vous taxez les riches, ils s'en vont. Oui, c'est ça, c'est. Eh ben oui, ça veut dire que vous êtes quelque part menacé de devenir pauvre, mais vous devez accepter une certaine pauvreté, sinon vous serez encore plus pauvre parce que les riches vont partir avec leurs capitaux. Pourquoi on laisse les gens partir avec les capitaux? Merci mon cher ami Méziane, à bientôt. La pub arrive. Il est dur avec nous Méziane, non? On a dit la même chose presque. Oui, mais bon. À part l'ISF, moi qu'on est dans la France. C'est Papy Méziane, faut pas le contredire. Il y en a un qui a bossé, il s'appelle Nadir Kaya, il a fait un avis tranché, contrairement à vous deux. Je dis ça, je dis rien, évidemment. Attends d'entendre la vie tranchée déjà. Oui, tout à l'heure mon cher ami. Faiza aussi, elle a fait un avis tranché, non? Non, on n'a pas fait l'avis tranché, Faiza. Je n'ai pas eu le temps. Exempté. Oui, exempté. Elle était très occupée à la punition de la semaine dernière n'a pas suffi alors. De quoi? La punition de la semaine dernière. Ah non, ça n'a pas suffi, non. Dans un instant, justement, alors Edouard Philippe, il a parlé hier. Il a tenté, en tout cas, d'apaiser les choses. On va écouter les réactions et essayer d'analyser les réactions des différents partis politiques. Parce que là, c'est un peu le bal des faux culs, pardonnez-moi, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Faiza Ben Mohamed, notre journaliste militante avec Nadir Kaya qui est président de l'association Banlieue Plus et notre Sofiane Lakhdari, citoyen de France, citoyen du monde et d'Algérie. Voilà. Ah, ouais, toujours. 01 40 33 9000, on vous pose la question, aujourd'hui, est-ce que, d'après vous, ce mouvement des Gilets jaunes, cette crise des Gilets jaunes va laisser des traces, pour la suite du quinquennat Macron? J'entends beaucoup d'ailleurs de spécialistes nous dire, ça y est, avec ce qui s'est passé, si on y ajoute l'affaire Benalla, plus la crise des Gilets jaunes, et cette méthode qui s'est employée pour la gérer, qui est visiblement pas la bonne, on croit, des réactions du peuple, est-ce que son quinquennat est fini? Est-ce qu'il est définitivement terminé? Alors qu'on peut quand même imaginer qu'en politique ça peut énormément bouger. Vous êtes de ceux qui pensaient, vous trois là, que Emmanuel Macron, ça y est, le quinquennat est terminé aujourd'hui? Faiza? Je pense que maintenant il va devoir avancer avec un peu plus de crainte. Là, ça fait 18 mois qu'il est au pouvoir, 18 mois qu'il s'attache à présenter une espèce d'image de fermeté, de j'avance, je lâche rien, je maintiens le cap et ci et ça. Et là, on voit bien que c'est pas du tout la bonne posture qu'il a adoptée. Je pense que là, quand bien même il maintenait, il poursuivait son quinquennat jusqu'à la fin, ça va être hyper compliqué pour lui. Il va devoir se heurter à un mur à chaque fois que le peuple voudra contester son pouvoir, et c'est normal maintenant. Sofiane? Ouais.
Oui, je rejoins. Je rejoins ce qu'a dit Faiza. Moi, j'ai une lecture un peu pour ce phénomène des gilets jaunes. Je le compare à 3 ou 4 pays qu'on a déjà vu, ce soulèvement de la classe moyenne. On l'a déjà vu. Le premier peuple, c'est le peuple anglais. Le peuple anglais, quand il s'est révolté, il a fini par voter pour le Brexit. Il était conscient que l'industrie anglaise était en détérioration totale et que l'avenir était vers l'Asie. On a vu que les dirigeants anglais ont essayé de renouer avec le Commonwealth et la Chine. Ils ont des difficultés pour le moment, mais ça a été fait. Ouais. C'était en mars 2016, si ma mémoire est bonne. En novembre 2016, c'est le peuple américain qui a vécu aussi une désindustrialisation du pays. On a vu, c'est New York, Manhattan qui ont voté pour Hillary Clinton, mais la classe populaire qui a subi le chômage et la pauvreté en grande partie a voté pour Donald Trump qui avait un discours anti-nouvel ordre mondial, anti-oligarchique, American First, etc. Là, pour le moment, il n'a changé rien du tout. Il a essayé de modifier parce qu'il est opposé à la méthode, à l'État profond américain qui est représenté par le Pentagone, et dans la doctrine, c'est Donald Rumsfeld Zebrowski, c'est-à-dire l'État profond américain militaire qui défend la globalisation financière. Vous avez un troisième peuple qui est juste à côté, qui est le peuple italien, qui a voté en mars 2018 pour 2 partis, qui est la Ligue du Nord et la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, qui est venu sur un programme social. Ils ont fait une alliance, c'est-à-dire, si on peut les comparer ici en France, c'est le Front National, c'est la France Insoumise, mais sur un programme social. Mais aujourd'hui, il est opposé à ce qui est au niveau des directives européennes. Il n'arrive pas à appliquer ce programme social. C'est pour ça que le mouvement de la révolution... Et le Brésil, on l'a oublié, non ? Brésil, c'est pas la même chose en vérité. Ils ont ramené un populiste, ils ont anéanti Lula et on a vu le procureur qui a mis Lula en prison. C'est le même qui est venu la corruption. La même configuration. Voilà, c'est une influence américaine en Amérique latine. Mais tu prends ces exemples-là, Sofiane, ça donne pas envie. Mais pour dire que la révolution, ce soulèvement des classes populaires n'est pas une exception française, il a été précédé par d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quoi qu'il fasse Macron, s'il ne revient pas à la doctrine Macron, c'est-à-dire à ce déficit qui est un poids sur la classe moyenne, et je doute qu'il fasse, en général, on va vraiment aller vers des troubles de plus en plus importants en France, parce que c'est une population qui ne peut plus subvenir à ses besoins. C'est une population qui est en révolte. C'est inévitable. Soit il change le logiciel, et là, Macron, il sera plus le nouveau Macron, ça sera un Macron bis en vérité. Et là, il aura gagné. Et il aura gagné, mais on le souhaite pleinement. Ou bien, vous avez une sortie de l'Europe. C'est inévitable. Maintenant, ce poids de la dette, aujourd'hui, tous les dirigeants qui sont passés depuis 30 ans, Macron, c'est pas une exception, hein. Tous les dirigeants qui sont passés depuis 30 ans, ils appliquent la même politique. C'est pour ça que les gens vous disent maintenant, droite ou gauche, c'est la même chose. Parce qu'ils subissent tous les règles de l'Union européenne. Moi, ce qui est effarant dans cette histoire-là, quand on regarde bien et on dit qu'en général, la valeur des hommes a plus d'intérêt que l'argent, à mon simple niveau, je me dis mais ok, on sait que la dette elle nous étouffe et que c'est pas possible, on n'y arrivera pas en fin de compte quand on regarde bien à régler ça. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les gouvernements ne soient pas capables d'imposer le fait qu'on annule ces dettes-là une bonne fois pour toutes? Pour une question d'intérêt vital, notamment par rapport à tous ces gens qui meurent depuis des années et qui se suicident notamment en France. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on soit pas capable de mettre la pression à ces gens qui tiennent nos dettes et en particulier la dette française pour leur dire voilà, il y a une urgence qui est tellement importante qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus accepter de supporter cette dette parce qu'il n'y a pas de solution concrète. Mais ni le dirigeant Macron, ni le gouvernement Macron, ni l'opposition, ni le Front National. Oui, ni la France. On le verra d'ailleurs dans quelques minutes justement par rapport à l'opposition. On va accueillir Redine qui est avec nous de Paris. Bonjour Redine. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue Redine, vous appelez donc de Paris. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites dans la vie pour histoire de faire un peu plus connaissance et de situer un petit peu Je suis commercial et itinérant. D'accord, donc beaucoup sur la route, donc beaucoup utiliser du carburant quoi. Oui, je suis un gilet jaune 75. Un gilet jaune 75. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs dans 75 des gilets jaunes, j'ai remarqué hein. Il y en a un peu, mais bon, dans certains arrondissements, moi je suis dans le 6e arrondissement, donc il n'y a pas trop de gilets jaunes dans le 6e. Oui, effectivement. Alors on vous écoute pour nous parler un petit peu de cette crise, nous dire si finalement ça va laisser des traces pour la suite de la présidence Macron, la suite de son quinquennat. Ah, mais ça a déjà laissé des traces. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, actuellement, on assiste à quelque chose qui est historique. On est en train de vivre l'histoire de France en direct. Macron, malheureusement, son programme est terminé. Et enterré. Il ne pourra pas l'appliquer les 3 prochaines années, 3 ans et demi qui lui restent, hein, on a compté.
Donc là, malheureusement, on se dirige vers une dissolution de l'Assemblée nationale. Vous pensez que c'est la solution Redine, vous pensez que c'est la solution? Est-ce que c'est ça qui calmerait le peuple, c'est de dissoudre l'Assemblée? Bah, c'est déjà un premier geste. Après, le nouveau gouvernement qui sera mis en place devra réfléchir à une assemblée citoyenne et à la mise en place d'un référendum populaire. Mais ça, il le fera pas, il faut pas rêver, ça c'est le programme de la France Insoumise. Macron ne va pas le faire. Tout le monde dit que c'est le programme de la France Insoumise. Moi, j'appartiens pas à la France Insoumise, j'appartiens pas à tous ces partis politiques. Ce que je veux vous dire, c'est que le référendum est mis en place en Suisse, est mis en place dans différents pays. Ouais. La Suisse, c'est pas la France Insoumise. Non, ça on est d'accord. Le pays des paradis fiscaux et de l'exil fiscal. Ouais. Donc tout le monde renvoie ça à chaque fois à la France Insoumise. Mais la France Insoumise n'a fait que prendre certaines idées qu'il y avait déjà dans le monde qui existaient. Ouais. Donc le référendum c'est important. Le nouveau gouvernement qui sera mis en place devra faire beaucoup de mesures pour le pouvoir d'achat des Français et devra aussi arrêter le matraquage fiscal que les Français vivent depuis 30 ans. Bon, merci beaucoup Rémi. En tout cas, on va suivre de près en tout cas, mais j'ai l'impression quand même que vous avez un peu brûlé les étapes dans le sens où avant, peut-être, je sais pas moi, peut-être que vous aurez raison à terme qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il va jamais dissoudre la dissolution. Ça aurait qu'un intérêt peut-être, c'est d'essayer justement parce que sachant qu'il va les perdre, donc il obtiendra voilà, c'est ça. C'est un suicide politique, c'est non mais ça dépend, ça peut marcher, ça a marché dans le passé. Donc par exemple, imaginons je sais pas que ce soit les LR qui gagnent, ils gouvernent pendant 2 ans et demi, 3 ans, et ensuite Macron a de fortes chances d'être élu en 2022 avec ce système. Hein. Franchement, ça peut marcher. Ça peut être, c'est peut-être d'ailleurs étudié. Mais avant cela, à mon avis, il y a un fusible qui s'appelle Édouard Philippe, qui lui va subir les premières conséquences de la crise si elle perdure. Hein. C'est lui qui est sur la sellette là pour le coup. Ah, maintenant, c'est lui qui sort, qui annonce, lui qui gardait le cap. Maintenant, il dévie le cap. Hein. Faiza, Édouard Philippe, tu le sens comment toi? Tu penses qu'il va finir l'année? Moi, je pense qu'il va devoir à un moment donné. Et moi, j'avais même envisagé la possibilité qu'il y ait un remaniement ministériel ou quelque chose comme ça qui fasse que le gouvernement tombe, mais tombe sans faire trop, sans vraiment l'avouer, quoi. Parce que je vois pas du tout comment il pourrait continuer vu la manière dont il est mis en avant. Parce que là, c'est lui clairement qui médiatiquement doit gérer la crise et politiquement aussi. On a su ce matin que Emmanuel Macron était favorable à l'abandon de la mesure des 80 km/h pour retourner aux 90 km/h sur certaines routes. Non mais vous vous rendez compte à quoi on joue dans ce pays? Ouais, on installe des changements de panneaux qui ont coûté une fortune pour ensuite 2 mois après revenir en arrière. Mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est de l'amateurisme. Mais le truc, c'est que cette mesure des 80 km/h, elle a été élaborée, portée contre vents et marées par Édouard Philippe. S'il commence maintenant à être mis en difficulté par le président lui-même, à mon avis, il vaut mieux qu'il soit costaud et je crois pas qu'il puisse l'être. On est face au bricolage en vérité. On est en train de gagner du temps. C'est du bricolage. C'est de mesurettes qui ne vont rien faire. Même si on étouffe cette révolte qui nous paraît pour le moment minime, mais même si on l'étouffe, elle va ressurgir dans peu de temps. Si on règle pas le fond du problème, à savoir ce déficit qui est ce fardeau qui est la dette, qui est aujourd'hui le poids sur la classe moyenne, si on résout pas ce problème, on ne résoudra en aucun cas une révolution prochaine. On a passé un coup de fil à Youssef Ndi, qui est essayiste et historien. Bonsoir Youssef. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. Alors Youssef, nous donnez un petit peu votre point de vue, votre regard en tant qu'essayiste et historien sur ce qui se passe en ce moment en France. Est-ce que d'abord ce mouvement a vocation à perdurer ou est-ce que la méthode du pourrissement, c'est ce qu'espère en tout cas l'exécutif, risque de marcher selon vous Youssef? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes est justement la phase finale d'un lent pourrissement, un long pourrissement qui dure depuis plusieurs décennies. C'est la résultante de l'érosion de la classe moyenne par un certain nombre de réformes. Déjà, il ne faut pas oublier qu'en 1973, le 11 janvier 1973, si ma mémoire est bonne, il y a une loi qui est passée pour interdire à la Banque de France d'émettre sa propre monnaie. Le résultat est que l'État français a dû emprunter sur les marchés privés pour le financement de son fonctionnement. C'est de là que vient la dette. Il y a le système de libre-échange généralisé
qui a fait pression sur les salaires des ouvriers, puis des classes moyennes, avec bien sûr ce qu'on appelle les délocalisations, le capitalisme actionnarial qui consiste à investir, donc des capitaux étrangers qui investissent dans des entreprises françaises qui maximalisent leurs revenus, puis qui abandonnent les entreprises, c'est-à-dire qu'ils les tuent comme de véritables sangsues. Et les Français, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans, depuis 1983, avec le tournant de la rigueur et la politique ultralibérale de privatisation à tout va, de politique de Francfort à la fin des années 90 et du passage à l'euro en 2002 qui a conduit à une inflation et des salaires qui n'ont pas été indexés sur l'inflation. Vous combinez tout cela avec la chute des exportations, parce que faire entrer la France dans une zone euro, pour schématiser, c'était un peu comme faire entrer la France dans la zone Deutschmark. C'est une monnaie qui est à la taille de l'économie allemande, qui a servi l'économie allemande, qui a fait augmenter ses exportations, mais qui a desservi l'économie française, l'économie italienne, l'économie espagnole. On a vu une chute de la balance commerciale française. Tout cela a conduit à l'appauvrissement massif des classes moyennes françaises. Elles sont prises à la gorge et ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, il peut se transformer, déboucher sur autre chose, mais ce n'est pas un épiphénomène. Et ce n'est pas seulement la réaction à une politique d'Emmanuel Macron. Enfin, Youssef, toute raison gardée, pardon, mais il y a quoi? Allez, grosso modo, 300 000 personnes dans les rues de Paris. Ça représente 0,03 de la population française. Non, ça dépend des chiffres. Oui, je me base sur les chiffres. Moi, je me base sur les seuls chiffres que j'ai. Hein, voilà, donc. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Exact. Mais comme le disait Bruno Guy, qui est un ancien haut fonctionnaire, il nous disait qu'on peut facilement multiplier par 10 les chiffres. Selon les sources, ça peut monter jusqu'à 1 million. Et n'oubliez pas que 75% à 85% des Français soutiennent ce mouvement. Oui, bien sûr, soutiennent, mais courageux, mais pas téméraires. Hein. Ils sont massivement derrière ce mouvement, donc il ne faut absolument pas le sous-estimer. La caractéristique de ce mouvement sans chef et qui n'est derrière aucun syndicat ni parti politique, c'est donc ça c'est quand même typiquement français. C'est à la fois un apparent foutoir latin, mais avec une direction, une sorte d'ordre de type germanique qui est typique de la culture française. Et c'est un mouvement qui est extrêmement dangereux pour le pouvoir en place, pour les partis politiques. Mais moi, je le dis et je l'écris depuis quelques années maintenant, on est face à une crise de régime. Une crise de régime. Ce n'est pas simplement le gouvernement actuel qui est en crise. Il faut bien le comprendre. On est dans une crise qui ressemble un peu à la crise des années 1890 et plus encore à la crise des années 1930, où l'on avait à la fois une crise identitaire des Français, une corruption massive à la tête de l'État et une corruption qui impliquait à la fois des hommes politiques français, des républicains et des hommes de la finance, si vous voyez ce que je veux dire. Depuis quelques années, nous voyons des employés de la finance, de chez Rothschild et autres, qui font la navette entre le ministère de l'économie et Rothschild et les autres banques, et jusqu'à l'Élysée. N'oublions pas que Macron est un ancien employé de Rothschild, et celui dont je vous ai parlé, Pompidou en 1973, qui a fait passer la loi, était lui aussi un ancien employé de Rothschild. Youssef, oui. Question simple et réponse simple, s'il vous plaît, parce qu'on est à peu près par le temps. Est-ce que vous pensez, c'est la question d'ailleurs qu'on pose aux auditrices et aux auditeurs aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette crise des Gilets jaunes, qui risque ou non d'ailleurs de perdurer, franchement, il n'y a pas grand monde qui est capable de prédire un petit peu ce qui va se passer, tellement c'est un petit peu dans le flou quand même. Mais est-ce que finalement, si on y ajoute d'ailleurs l'affaire Benalla, plus cette crise, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, à tort ou à raison d'ailleurs, que le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé? Oui, alors non seulement il ne terminera pas son quinquennat, mais ça c'est vous qui le dites. Hein.
Alors, attendez, ça, je l'ai écrit non pas la semaine dernière, mais je l'ai écrit dans un article du 20 mai 2017, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Un article qui s'appelle « Macron et le projet européiste », où j'annonçais que la politique d'Emmanuel Macron mènerait à une cassure du tissu social, c'est-à-dire une opposition entre ce que le géographe Christophe Guilluy appelle la France périphérique, qui représente 60% des Français, et la France bourgeoise, ou plutôt là, à ce stade, les 1% qui dirigent l'oligarchie qui dirige ce pays. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis absolument pas étonné de ce qui se passe puisque je l'avais annoncé, non pas parce que je fais de la voyance, mais parce que je me fonde sur des données et une histoire de longue durée et des données lourdes. Et là, ce qui se passe actuellement est un mouvement irrémédiable qui, je pense que les tenants du système savent de toute façon que Macron va tomber. C'est pour ça qu'actuellement, ils sont en train de mettre en selle l'ancien chef d'état-major de l'armée française, le général de Villiers, c'est vrai qu'il revient un petit peu en haut de l'affiche, là, pour le coup, hein. Oui, c'est dans, je veux dire, si moi j'ai pu le voir, vous imaginez bien que les tenants du système, eux qui ont toujours plusieurs fers au feu, ont prévu le coup. Et l'affaire Benalla, c'était déjà un coup des employeurs d'Emmanuel Macron qui considéraient qu'il faisait mal son travail et qu'il était en décalage avec leur agenda. Maintenant, ce dont ils ont peur, c'est que le bébé Macron soit jeté avec l'eau du système. C'est-à-dire que le système et le régime risquent de tomber avec Macron. Et là, leur manœuvre, c'est de faire passer ce général de Villiers pour qu'il soit à la tête d'un gouvernement de transition et qu'on reparte. Et qu'il a une sacrée vengeance à prendre d'ailleurs sur Emmanuel Macron, rappelons-le, parce qu'il avait été quand même humilié. Il faut juste se rappeler ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an. Merci beaucoup Youssef N'Di, essayiste et historien. Christophe, oui. Peut-être elle peut poser une question. Je sais pas si Faisal a une question. Oui, elle peut la poser évidemment. Oui. Poser une question à qui? Youssef N'Di qui est avec nous. Non, j'ai pas spécialement de questions. Je pense que son propos il a été très clair et je rejoins à peu près son analyse. Après, je suis pas catégorique sur le fait que Macron va tomber effectivement, mais je pense qu'il a une analyse qui est complètement lucide sur la question. Oui. Moi, j'aurais une observation en essayant de traduire de ce que vous venez de dire, parce que vous avez l'air vous êtes un expert dans le domaine par rapport à cette situation. Est-ce que concrètement et simplement vous voulez dire qu'il existe, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de parler de ça, on nous dit vous êtes des complotistes. Vous voulez dire simplement qu'il existe des forces au-dessus de Macron, parce qu'on l'imagine tous quelque part, on le dit tous dans les discussions de café ou en bas de l'immeuble, mais quand on vous entend un peu parler par rapport à vos éléments, on se dit que c'est plus structuré et il y a plus des vérités qui sont dites par des personnes comme vous. Donc est-ce que concrètement il y a vraiment des gens qui sont au-dessus de Macron et qui poussent réellement Macron à mener ce genre de politique? En réponse très courte, Youssef. Réponse très rapide. Jacques Attali, dès 2014-2015, annonce que le prochain président, il le connaît, que ce sera Emmanuel Macron. Je vous rappelle qu'Alain Minc lui-même, c'est lui qui a déclaré qu'il a présenté Macron à Rothschild, c'est lui qui l'a fait rentrer à Rothschild, et c'est Attali qui a fait rentrer Emmanuel Macron au ministère de l'économie, puis à l'Élysée. Il y a même pas de complot, c'est ce qu'on appelle un complot à ciel ouvert. Oui, mais au niveau de la classe politique, ils étaient censés le savoir tout ça. Eux-mêmes. La classe politique, ils étaient censés le savoir. Même François Hollande, comment il a pu laisser faire ça? Ou les gens qui peuvent être qui étaient à ce niveau-là. Mais c'est Jacques Attali qui a fait entrer Macron dans le cabinet de l'Élysée sous François Hollande. Je vous rappelle que Jacques Attali est le conseiller des présidents depuis le début des années 1980. Depuis Mitterrand, quoi, pour faire simple. Il faudrait l'éjecter lui aussi. Oui, ça, il est indétrônable pour l'instant. On parle d'un. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on a des propos de Jacques Attali depuis les Gilets jaunes, là? Qu'est-ce qu'il dit un petit peu sur tout ça? Oui, il est intervenu. Il est particulièrement silencieux. Il a juste reproché dans un tweet aux Gilets jaunes de ne pas avoir de projet positif. Mais il ne s'est pas prononcé. Pour l'heure, en tout cas. Merci Youssef. Merci beaucoup Youssef N'Di, essayiste et historien, donc de nous avoir livré votre analyse sur France Maghreb de 01 40 33 9000. Évidemment, pour nous appeler, on va prendre un appel peut-être avant. On sait qu'on a pris un peu de retard, mais on va en parler de l'Algérie et de cette visite de Ben Salman. Mais j'avais envie quand même qu'on décortique avec vous ensemble ces différentes réactions
des partis politiques à l'issue du discours de Philippe hier, de Édouard Philippe, qui a prononcé un discours un petit peu solennel à Matignon, et beaucoup de réactions évidemment à l'Assemblée nationale avec les différents chefs de parti. Moi j'ai l'impression, messieurs, on en parlera dans un instant si vous voulez bien, c'est un peu le bal des faux culs là pour le coup. C'est un coup je te demande le moratoire et puis quand il vient, ah bah non ça suffit pas, c'est n'importe quoi. Comme tu disais tout à l'heure Sofiane, finalement il n'y a pas de solution, il y a juste de la critique gratuite de la part des autres partis politiques. Il n'y a pas de projet, ils ont insisté. Ils ont contribué à ce que ce système perdure. Alors, ils ont joué tous des rôles. Ils ont misé surtout sur des questions sociétales, alors qu'aujourd'hui, les premières demandes, c'est les demandes sociales. Oui, et puis moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi il a fait appel à tous ces leaders des différents partis politiques. Quel est le rapport avec ce qui se passe? Parce que on a l'impression qu'il les connaissait pas. Il sait très bien que l'opposition fonctionne d'une certaine façon. Il connaît leurs idées, il connaît leurs propositions. Alors, pourquoi aujourd'hui, il fait appel à eux comme si que c'est eux-mêmes qui allaient régler cette situation, alors qu'ils sont tous en partie responsables de cette situation? Comme si c'était eux l'initiateur de ce mouvement, les Gilets jaunes, alors qu'ils étaient complètement dépassés. Pour de la récup. Même pas, ils arrivent. Non, mais pourquoi les inviter? Non, mais pourquoi les inviter? Oui, Faiza. Ça, pour moi, je pense que c'est une simple opération de communication. Ah oui, bien sûr. Qu'on est dans la consultation et qu'on consulte tout le monde, y compris l'opposition. Le message du gouvernement tout à l'heure à l'Assemblée, c'était de dire on n'est plus dans les clivages politiques, on est pour l'unité de la nation, blablabla. Donc la consultation des partis politiques, elle est destinée juste à une opération de communication pure et simple. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, messieurs dames, et vous êtes bien dans le grand forum avec Sofiane Lakhdari, Nadir Kaya et Faiza Ben Mohamed. Dans un instant, on décortique ce discours et les auditeurs qui appellent et qui attendent, on va les prendre évidemment dans un instant. La vie tranchée s'appelle comment, Nadir? Je l'ai pas oublié. Gilets jaunes. Et c'était printemps français. Printemps français. Printemps français, t'as même été repris d'ailleurs par quelqu'un que je te citerai dans un instant. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, on est là messieurs dames, ravi de vous retrouver une nouvelle fois avec Sofiane Lakhdari, avec Nadir Kaya et Faiza Ben Mohamed, notre niçoise préférée. Et il se passe d'ailleurs pas grand chose à Nice, c'est très calme, les gilets jaunes. Arrêtez. Non. Non, ils ont manifesté à la mairie de Nice contre Estrosi. Lundi, l'ensemble des lycées de la ville de Nice étaient tous bloqués ou partiellement bloqués. Après, nous, les opérations de blocage ici, elles sont pas toutes pénibles à vivre. Moi, quand je passe, il faut savoir qu'à Nice, il faut payer 1,50€ pour traverser la ville d'est en ouest par l'autoroute. Et là, pour le coup, il y a des opérations de blocage. Donc, à certains jours, on n'a plus besoin de payer les péages. C'est super ça. Ça va. Après, la galère, c'est que là, depuis quelques jours, en tout cas sur le secteur de Nice-Ouest, là, je me par la fenêtre, il y a une station-service, il y a la queue sur 100 mètres dehors. Ah oui, il commence à y avoir des pénuries d'essence dans certains endroits de France, notamment je crois en Bretagne, ça a été les premiers touchés, et dans certaines régions effectivement de la France profonde. Alors, juste avant d'écouter la vie tranchée de Nadir, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas entendre ou voir la colère des Français. C'est les mots donc d'Édouard Philippe hier à la mi-journée. Le chef du gouvernement s'est exprimé, donc vous le savez, lors d'une déclaration depuis Matignon, un peu plus de 3 semaines après le début du mouvement des Gilets jaunes. Il a donc annoncé la suspension de plusieurs mesures fiscales. Voici ce qu'il a dit, je vous propose de réécouter rapidement. 3 mesures fiscales devaient entrer en vigueur le 1er janvier prochain. La hausse de la taxe carbone sur l'essence, le fioul et le diesel, la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence, et enfin pour les professionnels, l'alignement sur la fiscalité des particuliers, de la fiscalité du gazole, des entrepreneurs non routiers, ce que l'on appelle le GNR. Je suspends pour une durée de 6 mois ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes. Et il a rajouté cet après-midi donc il suspendait et que s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura peut-être pas de taxes. Et il a rajouté d'ailleurs qu'il n'y aura pas aussi de hausse d'électricité et du gaz pendant l'hiver. Le durcissement du contrôle technique aussi, vous le savez, lui reporté. Des reports, des suspensions, mais pas d'annulation. Vous l'avez bien compris. C'est ce que reproche en tout cas au gouvernement certains gilets jaunes, à l'image de Laetitia Deval, figure du mouvement dans le Val d'Oise. Pour elle, le temps du dialogue est bel et bien terminé pour elle. Écoutez. Il s'agit là que de suspension sur une période de moratoire de 6 mois, le temps entre guillemets des discussions. Il n'a absolument pas reculé dessus, c'est juste un temps de pause dans la réforme fiscale annoncée. On a bien compris qu'il y avait ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Il faut savoir que ceux qui ne sont rien réfléchissent accessoirement et ne sont pas aussi bêtes que ce qu'on peut nous faire croire.
Le temps du dialogue est passé. Nous remettons en question tout le système actuel et nous voulons une constitution citoyenne, une assemblée citoyenne, que les citoyens doivent redevenir souverains en France et décider des grandes lignes à suivre et de la répartition des budgets, comme cela se fait par exemple en Finlande, où le peuple a repris le pouvoir politique. Alors, on a l'impression quand même, en écoutant Laetitia Deval, donc figure des Gilets jaunes dans le Val d'Oise, Faiza, Sofiane et Nadir, que l'exécutif a trop tardé, on le voit. Et le fait d'avoir tardé, ça a permis justement à ces mouvements de faire des revendications, d'allonger la liste de jour en jour, et qui fait qu'aujourd'hui, le geste donc qu'a proposé Édouard Philippe, le gouvernement, finalement ça apparaît comme une petite miette, quoi. Hein, c'est ça, Faiza? Il apparaît bien trop tard. Il aurait pu, je l'ai dit tout à l'heure, s'il avait réagi dès le début et qu'il avait pris l'ampleur du phénomène depuis son commencement le 17 novembre avec les premières manifestations, peut-être qu'il aurait pu éventuellement éviter le phénomène de contagion. Maintenant, c'est trop tard. Les routiers, les ambulanciers, les lycéens, l'université ce matin, les agriculteurs, ouais. C'est terminé, c'est les agriculteurs. Mais non seulement, non seulement il n'a pas réagi, mais il a méprisé avec des propos de Édouard Philippe, de Benjamin Griveaux, qui viennent et qui te disent nous maintenons le cap, quoi qu'il en soit. C'était vraiment mettre l'huile sur le feu en vérité. Ça veut dire qu'il n'a pas entendu et qu'ils ne veulent pas entendre. Maintenons le cap. Maintenons le camp, ça c'est aux oubliettes. Il a martelé pendant 15 jours. Pour moi, c'est du mépris. C'est leur péché, c'est le mépris. Il est allé chez Jean Lambert en disant. C'est la phrase qu'a utilisée Hollande, par exemple, si je me représente pas, la courbe du chômage. La courbe du chômage aujourd'hui, le maintien de cap. Alors, c'est les deux phrases qui resteront. On est tous d'accord sur le fait que ces propositions, ces gestes en l'occurrence, apparaissent bien trop tard parce que ça a permis, comme on disait. Faire beaucoup plus maintenant. Mais les gens appellent Macron démission maintenant. Même Édouard Philippe ne demande pas la démission du gouvernement. Ils vous disent que ce président ne nous représente plus. Et on a bien vu les deux sorties qu'il a eues, soit l'avenue Kléber ou bien hier en province. Bien en province, c'était violent. C'était obligé d'être impensable. Au bout de 18 mois, on a un président qui haït. Pas seulement qu'il n'est pas aimé, il est haï par une partie de la population. Comment il pourra surmonter? Moi, j'ai du mal à imaginer. Non, c'est tellement fort aujourd'hui. Je crois que le ras-le-bol a implosé et il va continuer d'imploser. Que toutes ces sorties, si d'ici là il n'est pas encore parti, je pense qu'il va se ramasser tout un ensemble d'insultes comme ça, parce que là, je crois que ils n'ont pas compris le message. Ils découvrent certaines revendications alors que c'est des choses qui sont demandées depuis des années. Donc, il a vraiment pas compris. Et s'il avait réellement compris la situation dans laquelle sont beaucoup de Français, dès sa prise de fonction, il aurait dû tout de suite lancer des signes forts, et c'est pas ce qu'il a fait. Alors, l'opposition, justement, les réactions sont là aussi mitigées après ces annonces. Pour les députés, les Républicains, par exemple, Dania Abad, on est encore loin du compte, c'est ce qu'il a rappelé hier. On peut, face à une colère profonde et légitime des Français à l'égard de votre politique de matraquage fiscal permanent. Trop tard face à une colère sociale qui est l'expression d'une profonde fracture territoriale. Moi, j'ai envie de vous dire à ce monsieur, mais il a un peu oublié le programme de son candidat, Fillon, qui était aussi pour un matraquage fiscal à France. Sarkozy qui était au gouvernement. Sarkozy qui nous a réintégrés à l'OTAN, qui était vraiment attaché à cette Europe avec le fameux duo Merkozy. Avec Angela Merkel, après maintenant mais ce qui est bien, c'est que ces gilets jaunes n'appartiennent en aucun cas ni aux Républicains, ni au Front National, ni à la France Insoumise. Ils sont divers, ils viennent de domaines différents et ils font partie de la classe moyenne qui s'est paupérisée durant ces 30 dernières années. Ils doivent apporter une réponse claire à cette classe moyenne, chose qui est inexistante aujourd'hui dans leur programme. Tous les partis politiques compris. Alors, c'est un peu le bal des faux culs, quoi, non, Faiza? C'est de la récupération politique. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est facile de se positionner comme alternative à la politique macroniste, comme si s'ils avaient été élus, que ce soit la France Insoumise, que ce soit Le Pen, que ce soit les Républicains ou le Parti Socialiste, je suis désolée, quiconque aurait été là au pouvoir, à mon avis, il n'y en aurait eu aucun qui aurait fait quoi que ce soit pour le pouvoir d'achat. Ils sont tous dans une politique européiste. Et sans oublier Faiza. À outrance pour certains. Et moi, je suis persuadée que dans tous les cas, ça aurait été la même chose. Peu importe la personne au pouvoir, peu importe le parti au pouvoir. Là, ils tentent une récupération, des pirouettes pour se positionner comme alternative à la politique macroniste. Sofiane? Oui, et sans oublier que
n'importe quel mouvement qu'aurait fait Mélenchon ou Marine Le Pen, n'oubliez pas les perquisitions sur leur campagne électorale. C'est des gens qui ont des casseroles, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le domaine politique, on leur sortira des casseroles, ils en ont, hein, c'est clair. Alors, tu veux dire que la plupart des gens qui critiquent les gilets jaunes aussi ont des casseroles? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, de Cohn-Bendit en passant par d'autres, hein, qui on veut plus les entendre, ces gens-là. C'est le souci aujourd'hui, c'est qu'on nous avait garanti un nouveau monde et on s'aperçoit que c'est encore les mêmes qui réagissent et qui ont des postures qui ne changent pas. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que la France change. Et puis malheureusement, ou bien heureusement, dans cette situation, on a peut-être l'opportunité de faire changer la France. Alors on va, avant d'écouter ton avis tranché, Nasser, accueillir accueillir Nasser. Bonjour Nasser. Bonjour. Bonjour Nasser, vous nous appelez d'où? On va dire de Paris, quoi. De Paris, d'accord. On vous écoute, cher Nasser. On vous écoute, Nasser. Ouais, bon, en fait, c'était pour parler de ce mouvement des Gilets jaunes. Pour moi, en ce qui me concerne, je suis un peu perplexe. Alors, expliquez-nous pourquoi vous êtes perplexe. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu une espèce de... Je veux pas jouer complotiste, comme on dit, mais... Je me méfie un peu de ces mouvements de masse comme ça me fait rappeler un peu le fameux on est tous Charlie et patati et patata. J'ai un peu l'impression que c'est un peu dans le même style. Donc à prendre avec des pincettes, comme dirait. Moi personnellement j'analyse, je regarde, je prends pas partie de ce truc-là. Parce que je me dis qu'il y a d'autres moyens de... Les revendications, tu les entends? Ça te parle? Oui, bien sûr, ça me parle tout à fait. Tu sais, moi je suis comme ces gens-là, hein. Arrivé au 20 du mois, je m'apprends découvert, comme on dit. Donc, bien sûr que je les entends. Qu'est-ce qui te dérange concrètement? Parce que si les revendications sont les mêmes, ça veut dire que c'est les gens qui vivent comme toi, là. C'est la manière dont ils font leur mouvement qui me dérange un peu. Mais le mouvement, il est pas structuré, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de chef, pas de truc comme ça, c'est vrai que je dirais que c'est plutôt pas mal. C'est sa force, ouais. C'est la force de ce mouvement. Voilà, c'est un peu ce truc-là qui est leur sa force, faiblesse aussi, peut-être. À un moment donné, il va falloir structurer. Je pense qu'il y a mieux à faire. Comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et je pense que moi, je serais plus d'avis de faire un mouvement, disons, du genre ville morte. N'allons plus travailler, n'envoyons plus nos enfants à l'école pendant un certain laps de temps. Et je peux vous assurer qu'ils vont pleurer. Donc t'es gilet jaune alors? Macron, la stratégie économique. C'est vrai. Vous mettez le SMIC à 2000 balles, je vous assure. Ah mais t'es gilet jaune. Vous allez voir. Faiza, la question économique, attention, le mouvement des Gilets jaunes a déjà beaucoup tapé au portefeuille. On annonce des dégâts entre 4 et 5 millions d'euros sur l'avenue des Champs-Élysées. On annonce une perte pour les hôtels et le tourisme qui avoisine les 20% sur le secteur de Paris, alors que là on entre en période de Noël, donc c'est censé être une période de haute fréquentation. Et le MEDEF annonce une perte de 13,5 milliards d'euros pour les commerces. C'est énorme. Et c'est précisément pour ça que le gouvernement recule. Le gouvernement n'a rien à foutre de nous augmenter le SMIC ou de pas nous augmenter le SMIC ou les taxes. Le gouvernement, il veut que la France, elle reste attractive. Donc finalement, c'est une stratégie. C'est une stratégie peut-être à étudier de plus près. Un blocage total de l'économie. Voilà, ça. Mais on a reçu des messages en ce sens. Oui, on a reçu. Sur nos téléphones qui nous expliquaient que le 10 décembre, on fait une journée morte de partout. Voilà. Après, je sais pas d'où vient ce message et je sais pas si c'est suivi, si ce sera suivi ou pas. C'est ça. Merci beaucoup Nasser en tout cas. Je voudrais juste rajouter un petit truc. Oui. Voilà. Il y a pas longtemps, je lisais des hadiths et j'en suis tombé sur un. Ma foi, après ce sera à méditer, comme on dit. Il y a un hadith qui dit sur la fin des temps, quand tu verras les gens courir, marche. Quand tu les vois marcher, assis-toi. Et quand tu les vois s'asseoir, allonge-toi. À méditer. Bonsoir à tous. Merci Nasser. Voilà pour. Donc il fait quoi Nasser alors là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il s'allonge. Il a dit s'il les voit courir, il marche. Ça veut dire il est en marche. Il est en marche. Tiens, un petit mot parce que j'ai un petit message. J'ai un petit message d'un auditeur. Un message d'un auditeur sur le Facebook de France Maghreb 2 qui nous dit j'aimerais bien qu'on glisse un petit mot sur la sortie du Qatar, la sortie de l'OPEP et ses conséquences, Sofiane. Non, le Qatar, c'est un grand pays producteur de gaz. C'est qu'on sonne du coq à l'âne, hein, mais bon. Voilà, on répond dans l'instantané. C'est compliqué. Le Qatar, il est connu par la vente surtout du gaz, c'est le numéro 1 mondial. Au niveau du pétrole, c'est pas vraiment important, mais même s'il sort de l'OPEP, par exemple, la Russie ne fait pas partie de l'OPEP. Même ça ne pourra pas. Il veut, en vérité, c'est une manière de prendre une indépendance par rapport à l'OPEP.
parce qu'il est en conflit avec l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite fait partie de l'OPEP. Et aujourd'hui, on sait avec 10 millions ou 12 millions de barils par jour de l'Arabie Saoudite, c'est elle qui mène un peu la danse au niveau du prix du pétrole, et on en parlera après pour la visite de MBS en Algérie. Absolument. Alors Nadir, question que j'ai à te poser. Est-ce que toi tu étais de ceux qui appelaient la semaine dernière sur France Maghreb 2 dans l'émission du SGF, t'es pas tout seul, hein, appeler les quartiers populaires à descendre dans les rues pour aller manifester. Au vu de ce qui s'est passé samedi, de la casse qu'il y a eu, est-ce qu'on prend encore la responsabilité d'appeler les gens d'aller manifester ? Mais bien sûr, c'est pas parce que il y a des gens qui se comportent mal qu'il faut mettre de côté les revendications qui sont des revendications sociales et légitimes. Donc il y aura toujours des casseurs. Donc il faut pas. Ça c'est une excuse. Hein, tu sais, on dit quand on ne veut pas faire des choses, on trouve toutes les excuses du monde. Donc il y a de la casse, il y a toujours eu de la casse. Moi j'ai été avec des moments. Il y a des moments où ça s'est très bien passé avec des gens. Il y a un moment c'était un peu chaud, donc il fallait partir. Mais globalement, tu pouvais te promener sur les Champs-Élysées, discuter avec des gens qui venaient de toute la France, échanger sur des propositions. C'est ce que j'ai fait avec certains. Et quand c'était chaud, bah comme je t'ai dit, c'est des gens qui sont venus pour se battre. Même si j'ai vu quelques gilets jaunes, je pense que c'est des gens qui étaient pris dans l'émotion et dans la situation, qui se sont mêlés à ces groupuscules qui étaient venus que pour casser. Moi, je fais la part des choses. J'ai mes idées, je viens pour mes idées, je les défends et j'invite tous les gens des quartiers populaires à le faire. Et on va pas leur parler de responsabilité. Ils sont comme tous les autres citoyens. Ils ont des devoirs et dans ces devoirs-là, je pense que c'est le moment de se faire entendre. Bien évidemment dans le calme, mais si on pouvait le faire de façon massive, ça rappellerait aussi qu'on a un passif avec le gouvernement et notamment toutes ces questions qui touchent aux inégalités et aux discriminations. Parce qu'il y a cet appel, Pour la question de si jamais il y avait de la casse ou des trucs, c'est la responsabilité individuelle qui est à interroger et pas la responsabilité de toutes les banlieues s'il y a un gars de banlieue qui casse ou s'il y a un gars du 16e qui casse. Alors il y a cet appel, Faiza, pardon, Nadir et Sofiane, cet appel du ministre de l'Intérieur Castaner, écoutez. Je voudrais profiter de ce moment d'audience pour, avec vous, porter un message essentiel, qui est celui de l'appel au calme. Et j'invite les gilets jaunes raisonnables, ceux qui ne soutiennent pas l'action violente, à se désolidariser des extrêmes et à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain. Vous l'avez entendu, le ministre ? On n'y va pas samedi. Si on est un gilet jaune raisonnable, Nadir. Non, mais c'est une blague, quoi. Mais c'est toujours. Ça démontre malheureusement qu'ils n'ont pas compris. Ils n'entendent pas la souffrance. Et c'est ça qui est frustrant parce que on n'est pas dans la violence, mais malheureusement, quand tu as affaire à des gens comme ça qui n'ont aucune estime de la vie humaine et notamment des plus faibles, ça passe par la casse. Je suis désolé de le dire, hein, j'appelle pas à la violence. Mais il y a que ça qui comprennent le rapport de force et on le voit même nous simples responsables associatifs. Quand je dis le rapport de force, bon, l'idéal c'est le rapport de force structuré et intelligent qui mène à des résultats. Mais malheureusement, on voit qu'aussi ces politiques-là flippent un peu quand il y a de la casse. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Il y a un autre moyen qu'on a exploré. On va en finir là parce qu'on est très en retard. Oui, il y a un autre moyen qu'on a exploré tout à l'heure et qui justement n'est pas de la casse, n'est pas aller casser les vitrines ou quoi que c'est le blocage économique. Et là, pour le coup, c'est lancé. Oui, c'est lancé. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui lancent. La stratégie, il faudrait qu'elle change quand même rapidement parce que bloquer les ronds-points et empêcher les gens de passer, franchement, c'est ridicule. Hein. Les gens n'étaient pas structurés, donc c'est des gens aussi qui n'avaient pas l'habitude de manifester. Maintenant qu'il y a des gens qui participent, qui eux ont une certaine expérience, on va sur de la stratégie. Est-ce qu'on parle du printemps français, mon cher Nadir ? Est-ce que tu es prêt ? Alors, on y va. Je suis prêt. Pour l'avis tranché de Nadir Kaya avant de traverser la Méditerranée pour filer en Algérie pour parler de la visite de MBS qui a mis en colère beaucoup d'Algériens d'ailleurs. Hein. C'était durant 2 jours, depuis dimanche. Il n'a pas été reçu par le président Bouteflika parce qu'il était malade. À tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Gilets jaunes et le printemps français, mon cher Nadir. Alors, où le printemps français ? Donc chacun le prendra comme il le veut. C'est vrai que j'ai lu quelques articles sur le printemps arabe et ça m'a rappelé un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc d'où le titre Gilets jaunes ou le printemps français. Chacun le prendra comme il le voudra. Alors on y est. Les ingrédients d'une révolte sont réunis pour croire à un changement vers une France meilleure et moins injuste. Attention, je ne parle pas de violence, je n'appelle pas à un soulèvement du peuple par le sang, mais n'oublions pas que lorsqu'on prend les armes du pouvoir, lorsque l'on prend les armes du pouvoir, du devoir, du courage, pour renverser une élite qui vit de notre travail, de nos richesses, de nos espoirs, il faut s'attendre à de la casse. Le pouvoir, ça se gagne. La France, qui a soutenu certains printemps arabes, il ne faut pas l'oublier, qui a encouragé militairement les Libyens à chasser leur leader, le président Kadhafi, se retrouve aujourd'hui face à ses fantômes, à ses propres démons. Le petit peuple, celui de nos campagnes et de nos villes, qui peine à finir ses fins de mois,
excusez-moi, qui peine à finir ses fins de mois. Et toi, tu peines à finir ton avis tranché. Non, c'est mon écriture, j'ai une écriture de médecin, sans avoir le diplôme, qui n'arrive plus à vivre dignement et qui voit son pouvoir d'achat baisser d'année en année, dit stop, ce n'est plus possible. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres encore plus pauvres, et le carburant augmente. Nos agriculteurs et nos policiers aujourd'hui n'en peuvent plus, et pour certains d'entre eux, malheureusement, se suicident. Et nos jeunes aujourd'hui commencent à descendre dans la rue et sont de plus en plus violents, ne voyant pas d'espoir et d'avenir pour eux. Et qu'est-ce que fait le gouvernement? Il taxe nos anciens, nos vieux. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Et donc, la vieille France a fait son temps, et pourtant, Macron promettait un changement radical. Ah oui, on l'a eu, le changement radical. L'ISF, niche fiscale, 500 000 euros de frais pour refaire les couverts à l'Assemblée. Je leur ai conseillé, je leur ai dit d'aller à Ikea, ça aurait coûté moins cher. Une nouvelle piscine, une femme sans contrat de travail avec 400 000 euros par mois. Si je me trompe pas, c'est peut-être un peu plus maintenant, je crois qu'elle a demandé une hausse, elle, et donc elle l'a eu. Bref, la coupe est pleine, ou plutôt l'arc de triomphe est en ruine. Le peuple est en marche, il veut abolir définitivement les inégalités, les injustices sociales et retrouver une dignité à transmettre à ses enfants. Merci Nadir. Alors, on file, si vous le voulez bien, maintenant en Algérie, parce que je voulais qu'on en parle de l'Algérie, de cette visite de Belsalman, MBS, qui est parti en Algérie, qui a été, vous savez, en Tunisie, qui a été en Mauritanie, qui a été au Barhem, en Égypte, aux Émirats, en Mauritanie, et donc aussi en Algérie pendant 2 jours. Il a eu un accueil vraiment très hostile, chère Sofiane, chère Nadir et chère Faiza. Le peuple algérien, peut-être ça lui a rappelé des mauvais souvenirs, hein. On rappelle quand même que Riyad n'était pas étrangère aux années noires en Algérie. Ceci étant, Belsalman a été reçu. Quel est l'intérêt, Sofiane, d'après toi, de ce voyage et de cette visite de MBS, qui n'a même pas été reçu par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, parce que on a prétesté une grippe. C'est ça, apparemment il avait la grippe. On l'a pas vacciné, hein, visiblement. Oui, mais juste pour MBS, après moi la visite, moi je parle pas à titre personnel, mais je parle au niveau politique. On sait que dans les rapports entre États, il y a que des intérêts. On n'est pas là pour faire la morale à l'Arabie Saoudite ou autre. En plus, Mohammed Ben Salman, il venait du G20 de Buenos Aires, où il a rencontré les 19 grands dirigeants du monde. Voilà, y compris Macron, Trump, Poutine, etc., Xi Jinping, et les 19 grands dirigeants. Alors du coup, il n'y a aucun intérêt que l'Algérie lui refuse son arrivée. C'est pas l'Algérie qui est partie en Arabie Saoudite. Deuxième chose, Mohammed Ben Salman, il est venu. Il y a beaucoup c'est pas un allié de l'Algérie, c'est connu. C'est un opposant à l'Algérie. On a tenté d'impliquer l'Algérie dans son conflit avec l'Iran. L'Algérie a refusé. Il a tenté, l'Arabie Saoudite, à intégrer l'Algérie dans la guerre en Libye. L'Algérie a refusé. La guerre contre la Syrie, etc. On voit bien que l'Algérie essaye de voir avec Mohammed Ben Salman sur des sujets qui sont un peu difficiles, délicats. Par exemple, on sait que au niveau du Sahel, la force française avec le Niger, le Mali, les G5, c'est financé par l'Arabie Saoudite. Alors, il n'y a aucun intérêt qu'on ne parle pas de ça. Le conflit en Libye, l'Arabie Saoudite avec les Émirats joue un rôle très important. Ouais. Le prix du baril de pétrole qui a baissé de $25 suite à une injonction de Trump à l'époque avec un tweet où il a baissé violant en vérité l'accord d'Alger de 2016, et on sait qu'ils vont se rencontrer dans 2, 3, 4 jours le 6 décembre à Vienne pour un nouveau sommet de l'OPEP afin de stabiliser les prix du baril. Et il n'y a aucun intérêt que l'Algérie ne discute pas avec Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Maintenant, l'Algérie, c'est des relations étatiques, c'est pas des relations personnelles. Après, on peut s'offusquer de son arrivée, c'est tout à fait normal. Mais moi, j'aurais aimé que les gens s'offusquent de la monarchie saoudienne pour tout ce qu'elle a fait comme dégâts depuis sa naissance. C'est un pays qui a ouvert la guerre, qui a fait la guerre à l'Égypte de Nasser, l'arabo-sunnite, en alliance à l'époque avec le Shah d'Iran, le chiite. Qui a participé aux divisions du monde arabe. L'Arabie Saoudite a joué sur la fibre la fibre islamique à l'époque du communisme. Il fait partie des gens qui ont détruit l'Afghanistan, et même sur Khashoggi, j'ai été présent à l'époque, si vous voulez en revenir. En finançant. Voilà, l'Arabie Saoudite a fait la guerre à tous les régimes arabes qui ont essayé de s'émanciper de cet islam politique.
politique en vérité. Et aujourd'hui, maintenant, quand on parle, les gens qui s'opposent, c'est les anciennes personnes. Ils parlent de Khashoggi seulement, mais ils parlent pas de la guerre du Yémen. Ouais. La guerre du Yémen qui était, rappelons-le, encouragée par beaucoup de pays qui ont participé. Le Qatar en premier lieu, la Turquie d'Erdogan qui lui a proposé de l'aide s'il voulait. Le Qatar s'est retiré. Hein. C'est retiré, mais au début, ils ont participé à la guerre au Yémen. Maintenant, comme le Maroc. Comme le Maroc, mais la Maroc aussi s'est retiré après. Et on voit, même le Soudan, mais dernièrement, il s'est retiré. On voit bien que cette offuscation de l'arrivée de Mohammed Ben Salman, c'est juste politique, c'est une guerre intra-sunnite entre le courant des frères musulmans et le courant wahhabite. Mais moi, je suis absolument contre ce régime saoudien ou cette monarchie saoudienne, mais pour le moment, c'est le prince héritier et on doit en discuter. En tout cas, en attendant, ça empêche l'Algérie de répondre au Maroc, Faiza. Hein. Ouais, je pense qu'il devrait. Il veut impliquer le conflit marocain, je sais pas. Je viens de comprendre que Bouteflika avait la grippe, donc oui, bon, on va attendre encore un petit peu. Oui, on va attendre un petit peu. On est dans la symbolique en vérité. Sur la visite de MBS, un petit mot, Faiza, l'Algérie a raison de recevoir MBS? Je suis assez d'accord avec l'avis de Sofiane. La question, c'est la relation diplomatique. Les États sont obligés de composer avec les pouvoirs en place et c'est quelque chose qu'on peut pas changer. Après, malgré toute l'aversion et le dégoût que je peux avoir pour le système monarchique saoudien, je vois pas pourquoi il y aurait un boycott des relations diplomatiques, parce que l'un dans l'autre, il y a toujours des intérêts d'un pays ou d'un autre, que ce soit aujourd'hui l'Algérie ou demain un autre, à maintenir des relations diplomatiques. Il n'est pas venu au Maroc, hein, Faiza d'ailleurs. Il n'est pas venu au Maroc MBS, hein, pour sa tournée des pays arabes. Parce que le Maroc n'a pas souhaité qu'il vienne. Hein. Le Maroc n'a pas souhaité qu'il vienne. Un petit mot là-dessus. La relation est très tendue. Non, moi ce qui me désole, c'est qu'il soit passé par le G20, qu'on l'a accueilli comme d'habitude avec les honneurs. Tous les honneurs, tout en sachant ce qu'il fait, et sans oublier l'affaire du journaliste qui a été exécuté et coupé en petits morceaux en Turquie. Donc on attend les preuves de Erdogan de nous les révéler aussi. Hein. Ouais, c'est ça, mais bon, je pense que Trump avait réagi dès le départ. Hein. Il l'avait condamné. Et la CIA d'ailleurs qui a déclaré que ça y est, ils étaient sûrs que c'est le commanditaire, c'est MBS. Hein. Non, mais ils arrêtent. On voit l'état profond en vérité. Je monopolise pas la parole, mais mais c'est juste Donald Trump aujourd'hui, c'est le protecteur de MBS. Et ça, c'est de la diplomatie. Si on voit la relation entre Poutine et Mohammed Ben Salman, il y avait un accueil, l'accueil le plus chaleureux a été fait par le président russe dans le G20. Bon, allez messieurs, dames. Oui, mais attends, MBS aussi, là, pendant ce G20, il s'est aussi beaucoup attelé à montrer qu'il en avait rien à foutre de tout. Il était pour dire, sourire, il rigolait avec tout le monde, il disait des très souriant. Non, mais pour dire dehors. Ça, c'est pour dire, je n'ai pas peur, je ne suis pas en difficulté. Oui. C'est le jeu et Poutine lui a envoyé une bouée de sauvetage. En vérité, s'il te laisse Trump et l'État profond américain, je suis là pour te récupérer. Je vais vous récupérer la bouée parce que là, c'est la pub. Hein. À tout de suite et on se termine avec on termine avec un zapping sur France Maghreb 2 tout de suite. LGF, le grand forum avec Sofiane Nagdari, Nadir Kaya et Faiza Ben Mohamed, et même en antenne ça discute. C'est magnifique, hein, ça échange, c'est magnifique. On termine avec un petit zapping. Ah, on va se régaler là. On va se régaler parce que pour débuter le zapping, j'ai un petit truc sympa à vous proposer, à vous faire écouter. Direction Barcelone. Valls inaudible, même à Barcelone, lors d'un meeting, il a été perturbé par des indépendantistes. Écoutez ce moment magnifique. No menospreciaré el riesgo terrorista y pondré en marcha una nueva política de seguridad integral y de proximidad que incluya el trabajo. J'ai envie de lui dire, la chanson de Renaud, elle déconne pas Manu, tu dois pas te tailler les veines. Une ville de perdus, c'est 10 villes qui reviennent. bon, rien ne va plus pour Manuel Valls là, les gars. Non, mais cher, franchement cher. Ah voilà, c'est le terme. Même à l'étranger, il est mal aimé. Du fond du cœur, le mec, il faut questionner la responsabilité de Manuel Valls dans tout ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé hier en France. Manuel Valls, il a retourné la France, il espère rebondir en Espagne. Qui dégage, même d'Espagne, qui dégage. 5%. 5% il est crédité, hein. Ouais, absolument. Et avec des gilets jaunes, hein, ils ont sifflé. Moi, j'ai... C'est le terme, là. Alors, dans le zapping aussi, à un moment sympa, une vidéo qui a fait le buzz lundi. C'était lors de son passage chez Morandini. Une députée de la République En Marche ne connaît pas le montant du SMIC et ça passe mal.
Combien s'élève le SMIC aujourd'hui, Madame la députée? Combien? Il y a combien le SMIC? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentatif du peuple. Mais je sais qu'il est difficile. Vous savez pas combien il est le SMIC? Mais je sais que c'est difficile de vivre avec le SMIC. C'est hallucinant. Je sais, sauf que je sais qu'on augmente. On devrait vous faire passer un CAP pour être député. Vous voyez le problème où est-ce qu'il est? Là où le bas blesse. Écoutez, s'il vous plaît, attendez, restez assis. Non, mais restez assis. Je quitte le plateau. Ça sert à rien. Non, mais non, Madame la députée ne sait pas combien il est le SMIC. C'est hallucinant. Madame la députée, je sais qu'il est bas et je sais que c'est difficile pour vous de vivre. Là où le bas blesse, c'est que justement vous ne savez pas combien s'élève ce fameux SMIC, mais les gens qui sont dehors, qui crèvent de faim, qui en peuvent plus d'être comme ça, ils en peuvent plus. Voilà, donc ça a fait le buzz, hein, évidemment. Ça me rappelle un petit peu l'affaire avec Comrie. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y en a eu d'autres, hein, les tickets de métro, les pains au chocolat, Pécresse. On voit un décalage, voilà, déconnexion totale. Mais tu sais, une bonne proposition. Ça, c'est une sacrée image qui fait mal, quand même. Christophe, on rigole tout ça, mais franchement, pourquoi on n'est pas capable d'élire aujourd'hui un président qui est issu du peuple? Paysa, ça fait mal quand même, hein. Ça fait mal, surtout que soi-disant les députés de La République En Marche étaient censés arriver de la société civile en majeure partie. Et c'était censé être des gens de la société, des chefs d'entreprise, des gens de la vraie vie, genre pas des politiciens. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont certes pour la majeure partie pas des politiciens de métier ou de longue date, mais ils restent tout autant déconnectés. Alors c'est un zapping décidément rempli d'humour aujourd'hui. Après Manuel Valls, après la députée En Marche, voici Patrick Balkany, messieurs dames, qui s'élève contre la hausse des taxes. C'est incroyable. On a des prélèvements obligatoires qui sont aujourd'hui insupportables. La France est le recordman du monde de la taxe. Faites comme lui, blanchissez. Des prélèvements obligatoires qui sont aujourd'hui insupportable. Le maire de Levallois-Perret, accusé d'avoir dissimulé au moins 13 millions d'euros. Patrick Balkany, mis en examen. Mise en examen. Excellent, le magazine quotidien en tout cas qui s'est amusé de ces déclarations de Patrick Balkany. Ça c'est magnifique ça aussi, non? Mais on le sait, il est toujours maire de Levallois. Ah bah oui, toujours. Ah, voilà. toujours. Non mais le culot du mec est quand même assez exceptionnel. Il faut quand même souligner qu'il a un talent, il est culotté comme personne, quoi. C'est waouh. Il faut être Balkany pour faire ça. Franchement, fallait oser. Non mais faut oser. Attends, il est poursuivi, tout le monde le connaît. Genre Balkany, ça va peut-être rentrer dans le dictionnaire pour définir le fraudeur. Donc il y a un moment donné, ça va être un nouveau terme du monde aussi. La fraude. J'aimerais terminer cette émission avec un peu de gravité parce qu'on a appris tout à l'heure qu'une enseignante d'une fac, alors je crois que c'est dans quelle ville? Boulogne. C'est où les gars? Aidez-moi là. En région parisienne, il y a une enseignante qui a été poignardée. Par un ancien élève. Donc là, ça prend des proportions quand même assez graves. Alors, je sais pas si c'est lié par rapport au blocage, etc. Mais on sait que ça se passe très mal en région parisienne, notamment, mais aussi à Marseille, dans différents endroits, des lycées et des facs bloqués. À Orléans, effectivement. Là, on lance vraiment un appel au calme parce qu'il faut quand même pas se tromper de combat, il faut pas faire n'importe quoi. C'est le moment pour certains des partiels, d'autres qui préparent le bac. N'allez pas gâcher votre avenir pour des revendications que vous ne maîtrisez pas. Pour la plupart, on va dire, pas grand chose. Je sais que voilà, il y a un bon moyen aussi pour les lycéens pour ne pas aller à l'école et foutre le bordel. J'ai envie de dire, on se calme, on peut revendiquer des choses, mais dans le calme, sans casser, sans brûler des voitures, comme ce fut le cas encore hier à Aubervilliers, hier dans différents endroits. Donc, je sais pas si Bourbon est joigné pour le coup, mais là, il faut juste appeler au calme quand même. Évidemment, il faut rappeler aux parents leur rôle qu'ils ont, notamment par rapport à leurs enfants, s'ils sont collégiens ou lycéens, leur rappeler de ne pas tomber dans cette logique de violence. On peut manifester. Leurs revendications, pour certains, je pense qu'elles sont légitimes, notamment les lycéens par rapport à Parcoursup. Oui, à Parcoursup, bien sûr. Et autre chose, mais il n'y a pas que ça. Non, mais quand on entend le prix du gasoil, il lance un mouvement en termes de solidarité. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc c'est vraiment un mouvement qui est intergénérationnel par rapport aux gilets jaunes, mais notamment par rapport aux jeunes et notamment ceux des banlieues. Il faut absolument que les parents soient vigilants là-dessus et qu'on tombe pas dans cette spirale. C'est impitoyable, hein. C'est que ça frappe dur, hein. Mais ça gaze, on a vu des images. Par contre, avec la banlieue, c'est toujours violent. C'est toujours dur avec la banlieue. C'est toujours violent et c'est dommage justement. C'est pour ça que je dis ça. Ce serait dommage quand t'es un gamin qui est en première ou terminale de se retrouver face à la justice pour une connerie, pour un propos, ou pour une voiture brûlée. Donc arrêtez vos conneries, comme pensez à votre avenir. Mais et encore devant la justice, c'est encore dans le meilleur des cas. Moi, j'ai vu hier. Je te disais, il y a eu beaucoup de blocages sur Nice. Les jeunes des lycées, notamment à Cannes-sur-Mer et ici chez moi, parce que j'ai entendu crier par la fenêtre, j'ai regardé. Il y a la voie rapide qui passe. Les jeunes des lycées sont partis en courant sur une voie rapide à 70 km/h et ils couraient.
il courait au milieu des voitures. Alors à un moment donné, si tu te retrouves encore devant la justice, c'est pas très grave, mais si tu te fais percuter par une voiture et que c'est tes parents qui vont t'enterrer à la veille de Noël, c'est quand même assez dramatique. Il faut vraiment que ces jeunes adoptent un comportement qui soit responsable et qui mette en danger personne. Exactement. Bon, tout le monde nous rejoint, on est d'accord, on termine là-dessus, les gars. Absolument. Évidemment. Merci, mon cher Nadir. Merci Christophe. Faiza te donne rendez-vous mercredi prochain. Si Dieu le veut. Ouais, Inch'Allah. C'est ça, Faiza. Moi, je serai là mercredi prochain, en tout cas. Voilà, elle au moins, elle est là, Faiza. Bravo. Moi, je suis là. Je lâche pas le bateau, moi. Exactement. T'es une vraie, toi, Faiza. C'est une vraie. En tout cas, Faiza, merci beaucoup. Tu vas pouvoir aller finir tes gâteaux. Et puis, mon cher Sofiane, à très vite. Inch'Allah. Sofiane Nardali. Il est très actif, notre ami Sofiane. Faut pas croire, il vient pas souvent, mais il est actif. Il est là, il est au taquet. Dès qu'on dit une connerie, il appelle direct, il intervient. Hein? J'appelle de moins en moins, maintenant. Il faut appeler Sofiane. Ouais. Inch'Allah. Merci à tous en tout cas et merci de rester à l'écoute de votre Radio France Maghreb 2. Demain, Yasser Louati, Audrey Pronosti et peut-être d'autres affaires à suivre. En tout cas, merci de rester avec nous. Dans un instant, Medjed, pour la suite des programmes, l'heure de retrouver le rappel de l'actualité avec Marine Garrett. Bonsoir. Bonsoir à tous. Des dizaines de lycées restent perturbés ou bloqués aujourd'hui et plusieurs manifestants ont été interpellés. Au 3e jour de la mobilisation contre les réformes du gouvernement dans l'éducation, Parcoursup et la réforme du bac. Des syndicats lycéens appellent à maintenir la pression et à intensifier le mouvement demain et vendredi par une mobilisation générale. Par ailleurs, ce matin, 23 lycées étaient en grève dans l'académie Aix-Marseille, dont 18 à Marseille. Devant le lycée Ampère, des individus ont brûlé une voiture sur le boulevard Romain-Rolland. Ailleurs, des casseurs cagoulés se sont mêlés aux lycéens et ont détruit du mobilier urbain. Et puis un blocus a dégénéré ce matin devant le lycée Jacques Monod de Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret. Un jeune homme a été blessé à la tête. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est adressé aux députés pour évoquer la fiscalité écologique et les conséquences sur le pouvoir d'achat cet après-midi. Il y a actuellement un débat, puis il y aura un vote qui n'engagera néanmoins pas la responsabilité du gouvernement. Et puis l'Arc de Triomphe de Paris a été pris pour cible lors de la manifestation des Gilets jaunes samedi. À l'intérieur, du mobilier a été détruit et des œuvres d'art abîmées. Parmi elles, le visage d'une femme sculpté par l'artiste François Rude. 3 personnes ont été placées en détention provisoire à la suite de ces faits commis à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. 10 autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Un mois, jour pour jour, après l'effondrement de 2 immeubles au centre de Marseille, quelques 150 personnes ont observé ce matin, rue d'Aubagne, 8 minutes de silence en mémoire des 8 victimes du drame. Des applaudissements ont marqué la fin de ce moment de recueillement. Le match de Ligue des Champions entre le Shakhtar Donetsk et Lyon, initialement prévu le 12 décembre, sera délocalisé à Kiev. La raison, le stade où le club joue habituellement ses matchs est actuellement sous le coup de la loi martiale, introduite récemment par les autorités ukrainiennes. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.